Tu te dis à ce moment-là, quand tu connais une épreuve difficile, qu'est-ce que tu vas laisser? La place de la mémoire est hyper importante. Forcément, quand on devient père, on se pose naturellement la question de la transmission. Est-ce que depuis ce qui t'est arrivé, justement, ton rapport à la mémoire et ou à la transmission a changé? Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Je pense qu'avant de parler de ce que ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux d'avoir un invité de marque qui me tient à cœur. Je le remercie par avance de sa présence. On s'est rencontrés lorsque j'étais en césure, pendant mon école de commerce. Je faisais un stage en fusion-acquisition dans une banque, avenue de Messine. Et nous nous sommes rencontrés brièvement à cette occasion et nous avons gardé le contact depuis. Il est aujourd'hui associé gérant de la banque Rothschild. Il a un énorme rapport à la transmission, à la mémoire, que ce soit dans le domaine professionnel mais également dans le domaine personnel. Aujourd'hui, on va parler transmission, mémoire, peut-être un peu de religion également et surtout de résilience. Anthony Bénichou, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de t'avoir dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que j'ai commencé à faire, s'il te plaît? Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Donc, Anthony Bénichou, donc moi j'ai 41 ans. On s'est effectivement rencontrés lorsque tu étais stagiaire, c'est ça? Chez nous, chez Rothschild à Paris. Et donc, moi, brièvement, ça fait 17 ans que je suis chez Rothschild. Je suis donc un des associés en charge des opérations de fusion-acquisition sur des entreprises de petite et moyenne taille. J'ai un parcours assez classique. J'ai commencé mes études à Dauphine, où j'ai obtenu un master d'ingénierie financière. Et puis ensuite, j'ai juste après travaillé chez BNP Paribas en fusion-acquisition à Paris et à Londres. Et puis assez vite, j'ai été dans cette belle maison qui est Rothschild à Paris, où je me suis développé dans une équipe qui s'est beaucoup développée essentiellement sur les PME, avec des entrepreneurs auprès de qui j'ai appris beaucoup, puisque c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier qui effectivement m'amène à rencontrer des gens qui ont des parcours passionnants et des aventures assez exceptionnelles. Voilà. Et justement, c'est le domaine de la finance, donc on pourrait se dire que tu es déconnecté des entreprises, des hommes, alors qu'en fait pas du tout. Tu travailles, comme tu le disais, avec des PME ou des relativement petites et moyennes entreprises. Et donc ton quotidien, c'est quoi? C'est d'accompagner des entrepreneurs Alors, on pourrait dire, en fait, effectivement, c'est de les accompagner dans leur réflexion capitalistique à des stades de transmission, donc sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Et je n'avais pas forcément fait ce lien-là d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en fait, on dit souvent, on parle souvent de capital transmission, et c'est vraiment ça. On a des entrepreneurs qui arrivent chez nous, qui ont des histoires entrepreneuriales assez fortes, comme je le disais, et puis qui se posent des questions sur leur avenir, comment transmettre éventuellement leur patrimoine à leurs enfants s'il y a des sujets de succession, ou bien peut-être passer à autre chose, à une autre étape de leur vie. Donc on est finalement indirectement dans mon métier au cœur de la transmission. Et toi, de manière très concrète, ça t'a jamais donné envie de devenir à ton tour entrepreneur? Alors ça c'est effectivement une bonne question. Moi j'ai toujours voulu en fait au départ monter ma boîte. Pendant mes études, j'avais d'ailleurs quelques expériences notamment avec mon frère. Et puis j'ai assez vite compris que j'étais probablement meilleur conseil qu'entrepreneur. Donc je n'y renonce pas totalement, peut-être ça viendra un jour, mais en tout cas à ce stade je préfère les accompagner plutôt que de me lancer moi-même. Voilà. Comment la transmission se véhicule plutôt maintenant dans ta vie personnelle? Je sais que tu as un certain rapport avec, on pourrait dire, la spiritualité ou la religion, et je te laisse nous expliquer un peu quel est ton rapport, mais d'un point de vue personnel, comment se véhicule la transmission chez toi? De différentes manières, mais déjà elle se vit depuis quelques années maintenant en tant que papa, puisque je suis papa de 3 enfants, de garçons et une petite fille, de respectivement 9, 7 et 4 ans. Donc
forcément, quand on devient père, on se pose naturellement la question de la transmission. Ce qui est assez fabuleux, effectivement, c'est que on réétablit aussi un rapport avec ses parents qui nous ont généralement aussi transmis plein de choses. Donc dans la transmission, il y a, je crois, notamment l'importance des traditions. En tout cas, c'est comme ça que mon père m'a éduqué, avec une tradition juive en l'occurrence assez rigoureuse, pas tellement portée sur l'aspect religieux des choses, mais plus sur les traditions. Et je le dis avec beaucoup d'émotion, mais c'est vrai que j'ai compris l'importance des traditions il y a quelques années, notamment au travers d'une tradition que mes parents avaient et que pas mal de gens ont, notamment les juifs séfarades, et qui est que quand on part pour un voyage, nos mères généralement jettent de l'eau. J'ai toujours dit à mon père, mais je comprends pas, mais c'est quoi cette tradition complètement loufoque? Mon père ne le savait même pas. Et quelques années après, un jour, quelqu'un me dit, mais tiens, tu sais pourquoi nos mères jettent de l'eau? En fait, dans la Bible, lorsque Yitzhak, le patriarche, va pour être sacrifié par son père, sa mère pleure toutes les larmes de son corps en le voyant partir, en espérant qu'il revienne. Un peu comme un fils part en voyage, on espère toujours qu'il revienne en bonne santé. Et donc de là, on apprend effectivement que nos mères jettent de l'eau comme pour simuler les pleurs de Sarah en espérant le retour de l'enfant. Et donc je me suis aperçu, pour make the story short, que c'était en fait exceptionnel en fait d'avoir cette tradition qui en fait, voilà, plusieurs années après, on comprend la signification, le sens des choses, et donc voilà une des briques de la transmission par la tradition. Et j'ai compris à cette occasion, voilà, pourquoi c'était aussi important pour mon père, même s'il ne l'avait pas forcément réalisé. Donc forcément, voilà, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. À l'heure où tout va de plus en plus vite, que ce soit les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, etc., pourquoi, d'après toi, c'est devenu d'autant plus essentiel de transmettre, que ce soit à travers un livre, que ce soit à travers la religion, que ce soit à travers les plats culinaires d'une grand-mère à sa petite-fille? Je crois qu'on est dans une période où, et on le voit dans plein de domaines, les gens ont besoin plus que jamais de sens. Le sens, naturellement, il est dans les valeurs, et les valeurs, elles sont millénaires. Et donc, et ces valeurs, elles ne se transmettent pas avec ChatGPT ou avec toute la data qui est disponible. Elles se transmettent par les hommes. Et je crois d'ailleurs qu'on aurait pu commencer par là en se disant, mais en fait, finalement, pourquoi c'est important la transmission? Et en fait, la transmission, c'est, je pense, la condition sine qua non pour que un système se pérennise dans le temps. C'est-à-dire un système ne peut pas se poursuivre, ne peut pas se reproduire s'il n'y a pas la transmission. C'est notre responsabilité que de transmettre, sinon le système s'arrête. Et donc de ce point de vue-là, oui, c'est très important. D'après toi, est-ce que c'est possible de transmettre si tu n'as pas d'enfant au cours de ta vie? En fait, je pense que ce n'est pas le sens de l'histoire et ce n'est pas le sens de l'humanité. Ensuite, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on ne peut ne pas pouvoir déjà, ne pas vouloir. Je trouve que c'est une façon de s'isoler en fait du reste du monde et de ne pas prendre sa part justement dans le cycle de l'humanité. Maintenant, on peut avoir envie, probablement, on peut pouvoir aussi transmettre d'autres manières que de faire des enfants. Devenir prof, enseigner aux autres, c'est déjà une façon de participer à cette... mais en tout cas, ce qui serait profondément égoïste, c'est, je dirais, de ne transmettre à personne. Voilà, en tout cas, ça c'est sûr. Mais évidemment, il y a 1000 manières probablement de transmettre. Moi, je le vois comme effectivement un père de famille. Je n'aurais pas imaginé ne pas essayer de construire ça.
Mais pour autant, effectivement, j'imagine qu'il y a plein de très belles manières de transmettre aux autres. Et ça peut être effectivement dans le cadre professionnel, il y a des gens qui sont de très bons pédagogues et qui passent beaucoup de temps à essayer de transmettre leur savoir. Donc oui, il y a mille manières de transmettre. Totalement sur un autre sujet, récemment il y a Arthur Sadoun, le PDG de Publicis, qui a pris parole en public pour parler de sa maladie, de son cancer. Je sais que c'est un sujet qui te touche. Je te laisse nous en parler. Pourquoi? Est-ce que depuis ce qui t'est arrivé, justement, ton rapport à la mémoire et ou à la transmission a changé? Être papa, ça m'a permis de me reposer cette question-là et être confronté à des épreuves dans la vie. Évidemment, t'oblige à te reposer cette question de la transmission parce que tu te dis à ce moment-là, quand tu connais une épreuve difficile, qu'est-ce que tu vas laisser? C'est quoi mon héritage? Et mon héritage, c'est pas finalement mon argent. Qu'est-ce qu'on embarque le jour où on rentre dans un cimetière? Bon, voilà, à part ce qu'on aura laissé à ses enfants en termes d'héritage intellectuel, culturel et tout ce qu'on peut leur transmettre, pas grand-chose. Donc évidemment que l'épreuve, quelle qu'elle soit, et notamment l'épreuve de santé, quand on est sur son lit d'hôpital, c'est le genre de questions qu'on se pose et on se redit à ce moment-là qu'on n'a justement pas passé assez de temps à assurer ce devoir de transmission et qu'on a passé beaucoup de temps sur des futilités et pas des choses qui sont fondamentalement importantes. Le Anthony d'aujourd'hui par rapport au Anthony d'il y a quelques années, en quoi il est différent justement dans cette posture je trouve de sagesse et d'être plus, je sais pas, avec ses proches et moins dans les futilités du quotidien? Est-ce que toi tu te vois avoir évolué dans ton quotidien, dans peut-être ton rapport aux priorités depuis cette épreuve? Mais clairement, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est en fait une plus grande conscience du temps qui est limité sur cette terre et du fait que, et c'est assez basique de le dire comme ça, mais qu'il faut vraiment profiter de chaque instant et quand on peut prendre le moment, le prendre et ne pas toujours repousser au lendemain quand on vit des métiers exigeants et très prenants. On a tendance à toujours repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire tout de suite, et en particulier pour les événements importants de la vie, que ce soit des événements familiaux, que ce soit des événements pour soi, pour prendre du temps pour soi, pour faire du sport, pour s'amuser. C'est important de le prendre pour aussi être plus résilient, parce que finalement l'idée c'est pas on sait très bien que la vie professionnelle et la vie tout court c'est plutôt un marathon qu'une course de vitesse, et donc il faut absolument trouver les ressources qui nous permettent de continuer d'être résilient. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais au Anthony qui a 24 ans et qui débute dans le monde de la finance, dans la vie? Non, mais je dirais exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que fais ton parcours, mais ne t'oublie pas sur le chemin, n'oublie pas les autres aussi, essaye de peut-être plus donner aux autres, être encore plus présent pour les autres, parce que tout passe, voilà. Et je me suis dit, dans ton expérience native, ce que tu apportes aux familles, tu leur permets en fait la transmission d'une mémoire familiale qui va permettre à cette famille une forme de résilience pour toujours. Et d'ailleurs, je crois que c'est le cas aussi des très grandes familles dans le capitalisme familial, sans prendre trop d'exemples et trop de noms, c'est qu'effectivement la place de la mémoire est hyper importante pour que les petits-enfants, arrière-petits-enfants puissent avoir une force, un ancrage plus important. Et donc je me suis dit que cette idée que la transmission d'une mémoire collective permet une forme de résilience humaine, c'est une idée hyper importante. C'est d'ailleurs le cas pour certains peuples ou certaines communautés
Donc voilà, c'est pour faire le lien entre les différentes notions que tu voulais aborder. Merci Anthony. Merci de m'avoir reçu.